Quand nous avons envisagé cette initiative il y a quelques mois, nous sommes partis d'une idée simple et, je crois, largement partagée. Les sociétés humaines sont confrontées à de formidables défis en matière de production diversifiée de l'énergie, de respect de l'environnement, d'accès à la consommation et la qualité de ce qui précède en dépend étroitement, de maîtrise démocratique des enjeux énergétiques. C'est cette dernière exigence absolument décisive à mes yeux qui sera le fil conducteur de cette intervention liminaire. Les experts, dont je ne suis pas, s'expriment abondamment sur les questions relatives aux différents sujets que notre séminaire se propose de traiter. Ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, de façon parfois contradictoire, et c'est normal, est souvent extrêmement intéressant, mais souvent aussi très mal partagé. De sorte que l'opinion publique, les citoyennes et les citoyens sont, me semble-t-il, plutôt conditionnés à un certain catastrophisme ou culpabilisés. Leur comportement dispendieux serait la cause essentielle des difficultés actuelles et à venir que, en fait, réellement informés. Dire les choses ainsi, ce n'est pas tenir pour quantité négligeable les conséquences climatiques et environnementales de la production et de la consommation d'énergie, comme elles se font depuis plusieurs décennies dans les pays développés. Ce n'est pas non plus mépriser l'exigence d'en faire un usage plus économe, mais précisément parce que ces questions, et quelques autres, j'y reviendrai, sont devenues cardinales, il est impératif désormais d'initier un grand débat collectif où chacune et chacun, chefs d'entreprise, syndicalistes, experts, militants associatifs, élus et responsables politiques, et plus généralement citoyennes et citoyens, disposent d'une information complète et sincère. À ce stade, et pour éclairer mon propos, je veux faire 3 remarques. La première concerne les chiffres que j'ai souvent entendus évoqués par mon ami Denis Cohen, responsable de notre séminaire qui est dans cette salle. Aujourd'hui, 80% de l'énergie marchande ressort des hydrocarbures. Et l'on estime que ces 40 dernières années sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui me semblent importantes. Ces 40 dernières années, les sociétés humaines ont consommé plus d'énergie que celles qui les ont précédées depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Il y a 2 façons d'interpréter ces chiffres. On peut estimer qu'ils sont le signe, le second tout particulièrement, d'une boulimie irresponsable et s'en tenir là. Dès lors, il faut en effet réduire de façon drastique la consommation d'énergie. Mais on peut aussi faire remarquer que ces 40 dernières années ont été marquées par des progrès fantastiques grâce au développement de la production d'énergie. Car il ne s'agit pas seulement, par ce moyen, de s'éclairer, de se chauffer, mais aussi de se déplacer, de se soigner, de communiquer, de se cultiver. Faut-il désormais renoncer à ces progrès de la connaissance et de la maîtrise de la nature au bénéfice des êtres humains, ou plutôt s'interroger sur les moyens disponibles pour poursuivre autrement cette démarche en avant de la civilisation? Je plaide, on l'aura compris, pour cette seconde posture. D'autant plus, c'est ma deuxième remarque, que des besoins élémentaires sont loin d'être satisfaits, que des inégalités criantes et insupportables persistent et, si rien ne change, qu'elles vont continuer de s'accroître. Par exemple, on évalue à 3 milliards d'habitants l'augmentation de la population d'ici à 2050, essentiellement dans les pays en voie de développement. Et l'on sait également qu'un Américain moyen consomme aujourd'hui 13 fois plus d'énergie qu'un habitant de l'Afrique subsaharienne. Suffit-il dès lors de modérer nos consommations aux États-Unis, en Europe occidentale, pour affronter ces redoutables défis?
Faut-il expliquer à des centaines de millions d'Indiens, de Chinois, d'Africains qu'il leur est interdit d'accéder un jour aux avantages dont les sociétés plus développées bénéficient aujourd'hui? Pour ma part, je refuse d'envisager ce véritable enjeu de civilisation en ces termes régressifs. Ce qui me conduit à une troisième remarque, esquissée précédemment. Il y a urgence à sortir d'un débat souvent dominé par une sorte d'intégrisme jouant des peurs et de la culpabilisation pour aller vers une restitution démocratique aux citoyennes et aux citoyens de tous les enjeux et de toutes les solutions possibles. De ce point de vue, la responsabilité des politiques, comme on dit, est tout particulièrement engagée. Et je vais plus loin. J'estime qu'elle n'est pas assumée aujourd'hui, loin s'en faut, à la mesure des défis à relever. Et vous sentez la généralité de mon propos concernant les politiques, dont je ne m'exclus pas. Pour une raison simple, ce sont de plus en plus les dogmes et les exigences, selon moi, du libéralisme économique qui dictent un certain nombre de choix à opérer. Et les exigences libérales en la matière sont exclusivement organisées autour d'un objectif, assurer les profits financiers les plus rapides et les plus élevés possibles, au mépris souvent de ce que certains nomment avec raison la mise en œuvre d'un développement durable et solidaire. À ce propos, je veux indiquer que les mesures immédiates consécutives au surenchérissement du baril de pétrole brut sont loin de faire le compte. Il ne sera pas indifférent aux familles qui utilisent le fioul pour se chauffer de percevoir une prime de quelques dizaines d'euros. Mais elle ne comblera pas, il s'en faudra de beaucoup, l'augmentation de leurs factures. Il n'est pas inutile de contraindre les compagnies pétrolières à répercuter à la pompe la baisse du brut quand elle survient, mais il serait bien plus efficace de taxer de façon significative et durable les superprofits qu'elle réalise. Quant à l'État, son obstination à ne pas vouloir agir sur le montant des taxes n'est pas justifiée et je continue de penser qu'il est socialement nécessaire de baisser la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Au-delà de cette actualité immédiate, dont d'autres parlons certainement bien mieux que moi, mais le refus de s'en prendre à des logiques politiques asservies donc au diktat des marchés financiers rend inopérant la recherche de solutions nouvelles et durables aux graves problèmes qu'il nous faut affronter. Oui, en effet, nous sommes entrés dans une période de pétrole plus rare, ou peut-être plus précisément plus difficile à extraire et donc plus cher. Oui, un certain mode de production et une certaine façon de consommer ont des incidences très préoccupantes sur l'environnement et le climat, notamment en raison des émissions massives de gaz à effet de serre. Oui, il faut impérativement diversifier les sources d'énergie en économisant les ressources naturelles, en limitant les pollutions et les nuisances par la modification des modes de vie et des comportements des particuliers. Ce ne sera pas forcément le plus difficile. Et les entreprises, cela risque de l'être davantage. Et ces objectifs doivent être appuyés, je le pense, sur un formidable effort de recherche afin de mieux maîtriser l'existant et de développer de nouveaux réseaux. Seulement voilà, rien de tout cela sur quoi nous sommes beaucoup à nous accorder ne connaîtra de développement utile si les maîtres mots des politiques énergétiques restent bien souvent, comme c'est le cas, l'argent et le profit financier. Sans la volonté de s'attaquer à ce dogme, les meilleures préconisations ne décolleront pas du stade d'intention. J'ai évoqué les comportements plus économes de la part des usagers et des entreprises. C'est tout à fait indispensable, mais encore faut-il permettre ces comportements. Adapter son appartement, sa maison individuelle à cet objectif d'économie a un coût, souvent un coût très élevé. Le résultat, ce n'est qu'il y a qu'une minorité, c'est qu'il y a qu'une minorité de familles susceptibles
de consentir à cet effort parce qu'elle peut accéder au marché onéreux des moyens nécessaires aux économies d'énergie. Autre exemple, on déplore un peu de tous côtés l'omniprésence du transport de marchandises par la route. Mais qu'en est-il du ferroutage? Et pourquoi ne pas travailler à de grands projets pour développer la navigation fluviale? J'indique qu'une barge peut transporter un volume de marchandises égal à celui de 280 semi-remorques. Et puis, ne faudrait-il pas encourager avec plus de prégnance les constructeurs automobiles à accélérer la mise en œuvre des projets qu'ils ont dans leur carton ou même déjà au point? Je pense à la propulsion hybride, à l'hydrogène, aux moteurs électriques, autant d'évolutions technologiques qui n'ont pas besoin d'attendre la période de pénurie du pétrole que chacun sait inévitable, même sans savoir quand exactement elle interviendra. J'ajoute, puisque j'en suis à l'automobile, qu'il est profondément injuste de vilipender les salariés qui utilisent chaque jour leur voiture pour effectuer le trajet domicile-travail. En vérité, ils n'ont pas le choix ou peu le choix quand, en région parisienne par exemple, ou dans la plupart des grandes agglomérations, les transports collectifs sont notoirement insuffisants. D'autant plus insuffisant que, par ailleurs, la politique du logement cher et rare oblige les salariés et leurs familles à s'éloigner toujours davantage des lieux d'études, de loisirs, de travail. J'y insiste, c'est de l'avenir de la civilisation que nous parlons quand nous discutons, dialoguons sur les questions énergétiques. Et notre responsabilité à tous, c'est de penser ces questions et d'y apporter des réponses neuves dans le cadre de ce que j'ai appelé au début de mon propos une maîtrise publique caractérisée par un essor de la démocratie en termes d'élaboration de décisions, qu'il s'agisse de financement, de droit à l'énergie, de préservation de l'environnement, de protection contre les risques industriels. Voilà pourquoi je note au passage, mais j'imagine que Frédéric Imbrecht y reviendra, les politiques de déréglementation successives suivies depuis le début des années 80 sont particulièrement nocives pour l'immédiat et dangereuses, à mon avis, pour l'avenir. Le cas de la Grande-Bretagne et de la Californie l'illustre, hélas, parfaitement. Je veux aborder maintenant 3 questions récurrentes dont je pense qu'elles méritent un débat plus serein et plus exigeant que celui auquel elles ont donné lieu jusqu'à présent. D'abord, il y a le problème des énergies renouvelables. J'y suis évidemment favorable. Rien ne doit être négligé qui puisse permettre tout à la fois une économie des matières premières traditionnelles, pétrole et gaz en particulier, et un essor des sources d'énergie qui peuvent leur être substituées dans certaines circonstances où elles sont pertinentes. Certes, il faut développer le recours à l'éolienne, à la géothermie, à la photovoltaïque, mais on sait que ces moyens, on ne peut agir qu'à la marge eu égard aux besoins humains actuels et à leur développement prévisible. N'empêche, travaillons au développement chaque fois que possible de ces énergies en prenant en compte leurs caractéristiques intrinsèques et leur intégration dans le système énergétique en complémentarité avec les autres moyens de production. Ainsi, l'énergie bois ne permettra de limiter la pollution en CO2 que si son exploitation s'accompagne d'un geste rationnel et équilibré des forêts, mettant en cause la tendance mondiale à la déforestation. Ainsi encore, l'éolien, dont le coût est élevé, ne peut avoir d'intérêt que si les outils de substitution à son caractère intermittent, ne sont pas eux-mêmes producteurs de gaz carbonique. Et puis, il y a le nucléaire. On sait la part importante, la plus importante en Europe, qu'il occupe dans l'énergie primaire consommée en France. Cependant, j'ai le sentiment que, pour le gouvernement actuel, l'option nucléaire est davantage esquissée que réellement affirmée. Il ne s'agit pas, disant cela, de rechercher un débat frontal entre ceux qui veulent à tout prix sortir du nucléaire
et les autres dont je ne suis pas, qui en seraient des inconditionnels. Simplement, nous savons que si le nucléaire pose de sérieux problèmes, stockage et traitement des déchets en particulier, il comporte aussi de réels avantages, notamment le bas prix du kilowattheure comparé aux autres formes de production et sa propreté, vous entendez les guillemets, relativement à l'environnement et au climat. D'autre part, la recherche et l'innovation technologique sont particulièrement prometteuses dans ce domaine, pour peu qu'on en fasse le choix résolu et que les pouvoirs publics les encouragent. Le lancement de l'EPR, réacteur dit de troisième génération, est de ce point de vue une bonne nouvelle, bien meilleure que la décision d'arrêter Superphénix en 1997, qui a annulé une partie de l'avance technologique de notre pays. De même qu'est une bonne nouvelle l'accueil sur notre territoire du projet ITER. On sait en effet que la fusion thermonucléaire peut ouvrir des perspectives, je dis bien peut ouvrir des perspectives d'abondance et de disponibilité énergétique. C'est pourquoi je veux y insister, il y a besoin de continuité en ce domaine. Je partage l'idée exprimée par Jean-Michel Gama, Claude Aufort et Béatrice Galicier dans un récent numéro de la revue Économie et politique. Et je les cite. Dans une conjoncture énergétique nationale et mondiale tendue, l'énergie nucléaire est une réponse aux besoins croissants des peuples. Les efforts de recherche actuels au niveau international sont orientés vers le nucléaire durable de quatrième génération susceptible de minimiser ses effets sur le climat, d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire le volume et la toxicité des déchets. Ma troisième et dernière remarque concerne l'Europe. Un article ce soir du Monde, je crois, est consacré à ces questions. Une page complète. Il a anticipé sur notre forum ce journal. L'Union européenne est aujourd'hui dépourvue de politique énergétique commune, chacun le sait bien. Elle est même profondément divisée, l'Europe, sur l'utilisation des potentialités de l'énergie nucléaire. Et les dernières élections en Allemagne, les compromis peut-être qui vont devoir se faire ou se feront dans la toute prochaine période ne sont pas sans inquiéter peut-être dans ce domaine également. Au fond, le seul accord entre les 25 porte sur la préconisation contenue dans le livre blanc d'une sobriété énergétique conduisant à la restriction par des prix élevés. Cela ne va pas et ça ne va pas du tout, et j'affirme que de l'Europe doit émerger un grand projet énergétique, la rendant moins dépendante du pétrole en investissant dans la recherche et dans les réseaux de transport et d'énergie. Trois pistes, à mon sens, méritent particulièrement d'être explorées. D'abord, une piste éminemment politique. Il faut en finir avec le dogme d'une concurrence libre et non faussée. Le résultat du référendum du 29 mai porte notamment cette exigence. À quoi j'ajoute l'extrême importance et la considérable mobilisation de moyens intellectuels et technologiques qu'impose la définition et la mise en œuvre de nouvelles politiques énergétiques. C'est un énorme chantier dont je ne sous-estime pas les difficultés puisqu'il s'agit de réorienter par le débat et par l'action la construction européenne. D'autre part, l'importance des investissements à engager nécessite une rupture avec les contraintes, en vérité avec le véritable carcan que constitue dans le domaine énergétique, comme dans beaucoup d'autres, le pacte de stabilité. J'ajoute que la mission essentielle de la Banque centrale européenne devrait être de soutenir les dépenses publiques de chaque pays affecté au développement de la maîtrise énergétique. En effet, l'Europe a besoin de services publics efficaces, profondément démocratisés, responsables face à la transition de longue durée que les peuples et les responsables politiques, les salariés et leurs organisations, les chefs d'entreprise ont leur devoir de conduire. Des services publics qui doivent pouvoir assurer un égal accès à l'énergie, une restitution de la maîtrise des services aux citoyens et la promotion en Europe d'un nouveau modèle d'entreprise organisé autour d'objectifs
et appuyé sur des critères rénovés en matière de formation des salariés, d'économie d'énergie, de protection contre les risques industriels et de respect de l'environnement. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai parcouru trop vite sans doute quelques-uns des aspects décisifs, selon moi, des problèmes énergétiques avec l'angle politique qu'il est de mon devoir de porter en tant que président d'une fondation politique. Donc, problèmes énergétiques auxquels toutes les sociétés humaines sont lourdement confrontées et pour une longue période. Le séminaire de la Fondation Gabriel Péri, que nous inaugurons ce soir, va se poursuivre jusqu'en juin 2006. Nous accueillerons chaque mois des spécialistes, des responsables politiques et des syndicalistes, français et étrangers, des militants associatifs de diverses sensibilités, avec un objectif, celui, ainsi que je l'indiquais précédemment, de contribuer à faire grandir le vaste débat indispensable à une approche renouvelée, responsable et humaine de ces questions, à l'opposé de la tendance qui stigmatise les usagers et qui les fait supporter financièrement des politiques inefficaces au plan social, lourdes de menaces pour l'environnement, mais extrêmement profitables au marché financier. Nous avons donc beaucoup d'ambition pour notre séminaire et surtout beaucoup de travail, car nous avons un devoir de créativité, d'innovation, d'anticipation. C'est la vocation d'une fondation et singulièrement d'une fondation politique. Je me réjouis de notre rencontre de ce soir. Je forme le vœu qu'elle nous permette d'avancer vers ces objectifs jusqu'à formuler, au terme de nos travaux, des propositions neuves pour nourrir la réflexion et aider à la décision. C'est ainsi que nous concevons le rôle de la Fondation Gabriel Péri dans cette démarche majeure qu'est la question de l'énergie. Et je vais maintenant m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.